peux parler de vous? Oui, 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 parce que je... D'accord. Parce que moi, je suis tapée. Quand on voit la distance. Plus loin si vous voulez. On n'a pas le premier intervenant, donc vous pouvez commencer, on a déjà une demi-heure de retard. Ok, d'accord. D'accord. Bien, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me permets de me présenter très rapidement. Je suis Philippe Vialon, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Strasbourg. Et je suis, comme mon collègue et néanmoins ami Alain Kiyindou, en charge d'une chaire UNESCO sur les pratiques journalistiques et médiatiques entre mondialisation et diversité culturelle. Le titre complet. Je vais commencer cette table ronde par une confidence. C'est pourquoi est-ce que mon collègue Alain Kiyindou m'a demandé de l'animer, non pas à cause de mes compétences, mais parce que venant de Strasbourg, je suis à moitié allemand. Et vous savez que nos amis germaniques ont une vision de l'ordre du monde et des choses et du temps très stricte. Donc, je vais gérer cette table ronde avec une rigueur toute germanique. La chance pour mes collègues qui vont présenter aujourd'hui, c'est que nous avons un collègue qui est absent, donc ils auront un peu plus de temps. Il est 55, nous devons terminer à 15h10. Je vous propose donc, comme les trois orateurs vont tous les trois parler du problème de l'intelligence artificielle et de l'éducation avec des thématiques que je trouve, au moins d'après les titres et les résumés, assez proches, que nous ayons une discussion commune, globale à la fin. Ça permet aussi de gagner du temps et de faire des croisements entre les propositions. Donc, chers collègues, Vincent Liquette, 15 minutes et je serai inflexible, tu le sais maintenant. Merci à toi. J'en frémis déjà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, un quart d'heure, effectivement. Mon intervention sera assez brève. J'essaierai de mettre l'accent finalement sur des formes de paradoxes qu'il me semble être nécessaire peut-être de poser lorsque on aborde les questions d'intelligence artificielle au regard de l'innovation pédagogique. Donc, je suis en poste à l'Université de Bordeaux et j'ai notamment en charge la direction de la recherche, de l'innovation, des relations internationales au sein de l'Institut national supérieur de pédagogie. Et donc, j'ai essayé, en fait, je me suis donné, j'avais dit à Alain Kiyindou que je remercie, quelques minutes un peu de liberté finalement pour essayer alors non pas de montrer un applicatif ou un modèle qui serait supposé être performant et fonctionner, mais plutôt de mettre en perspective un petit peu ma propre expérience de chercheur, mais aussi d'enseignant, chercheur, et puis d'acteur, entre guillemets, d'une équipe de recherche qui réfléchit les questions de rapport à la connaissance dans des environnements distribués extrêmement variables. Alors, ce n'est pas par provocation, et je me méfie toujours de l'exercice
de l'extraction d'une phrase dans un contexte éditorial qui est par exemple une interview, mais juste cette phrase moi, qui a constitué pour moi le point de départ de ce petit propos de 12 minutes maintenant, que j'ai emprunté à Michel Reverchon-Billot, donc, qui est le directeur en fonction actuellement du CNED, et qui expliquait dans un extrait, vous voyez, de Point Stories. Alors j'insiste aussi sur le fait que j'ai prélevé ceci dans le Point Stories, mais également, donc, ça faisait l'objet d'un encadré d'une page dans l'hebdomadaire Le Point en 2020, qui rappelait, vous le voyez, les équipes du CNED réfléchissent à la prise en compte de l'intelligence artificielle, notamment autour de l'empreinte mémorielle pour permettre un guidage des élèves de façon automatisée. Simple lecteur, j'avoue avoir été, dans mon rapport à la pédagogie et à l'enseignement, assez perturbé par cette phrase qui énonçait, comme vous le voyez, le principe d'un guidage avec cette intention d'automatiser les apprentissages et peut-être même au-delà de ça, donc les cohortes d'élèves en formation à distance. Et puis un petit complément que vous voyez en dessous, une capacité, dit-il, à industrialiser la personnalisation pour véritablement tenir compte de l'individu, avec un postulat finalement qui peut être, selon moi, contestable, que la personnalisation, effectivement, passe par une phase dite d'instrumentalisation des savoirs. Alors l'objectif que je me donne là en quelques minutes, vous le voyez, c'est tout simplement de mettre en réflexion un petit peu les modèles et les méthodes d'apprentissage qui annonceraient le meilleur dans la construction de savoir chez des élèves. Alors volontairement, je ne distinguerai pas les plus jeunes des plus aguerris, mais je prendrai volontairement le vocable générique d'élève et peut-être même exceptionnellement, j'emprunterai aux sciences de l'éducation le vocable d'apprenant, c'est-à-dire tout individu, quel que soit l'âge, quel que soit son parcours antérieur, qui a comme objectif donc d'acquérir un ensemble de compétences ou de connaissances au regard d'un référentiel que peut être donc un programme d'enseignement. Et j'ai essayé donc très brièvement de vous montrer en quoi il y a de toute évidence pour le champ du développement et des industries culturelles de vrais enjeux et de nouvelles opportunités, et cette volonté absolument d'accompagner les démarches de construction des savoirs. Alors, sur ce, donc, la deuxième remarque, après avoir digéré donc, cette phrase de M. Reverchon, c'est ensuite la remarque de Parnasse en 2017 qui rappelle, je ne vais pas tout lire, mais qui rappelle juste ce principe-là. Et j'ai suivi des interventions en ligne et puis aussi en présence, et j'avoue que c'est une question que je trouve toujours d'actualité au regard des diverses contributions et expertises des uns et des autres. Mais Parnasse nous rappelle que derrière le vocable d'IA, d'intelligence artificielle, il y a pléthore de situations, pléthore de dispositifs, une multiplicité de systèmes d'intention, plus ou moins avoués, et finalement une très, très grande hétérogénéité autour de l'IA. Et l'autre point qui me semble être important, c'est que finalement, à travers l'IA et la littérature, lorsqu'on fait une revue de littérature, il y a vraiment des phénomènes utopiques, voire dystopiques, qui sont en jeu. Pour simplifier, ceux qui annoncent le meilleur des mondes et ceux qui, au contraire, nous alertent sur des catastrophes annoncées. Et puis des phénomènes de mode aussi, puisque ce que je constate péniblement dans mon périmètre, qui est celui de la formation des enseignants, c'est que effectivement, il y a un vrai phénomène de mode et de communication de surface qui consiste à clairement énoncer que dès qu'on brasserait un dispositif sémiotechnique et du contenu, voire de la data, eh bien forcément, on serait déjà dans une philosophie, une approche de type intelligence artificielle. Alors, j'insiste plutôt du côté de la réception et plutôt du côté des médiateurs que sont les enseignants, au sens de la médiation des savoirs, plus sur ce versant-là que les belles démonstrations que l'on a vues de développeurs ou de gens qui pensent de nouveaux modèles d'organisation de l'intelligence à travers les technologies du numérique. Il me semble, au regard des revues de littérature que j'ai pu faire, qu'il y a au moins 4 remarques liminaires que je souhaite verser à la réflexion. La première, vous le voyez, c'est que ce qui caractérise, selon moi, l'intelligence artificielle, c'est une centration très forte sur les traitements de l'information, tant dans la volumétrie que dans la rapidité, mais également le design des informations que l'on va mettre à la connaissance de l'autre, à savoir en l'occurrence l'apprenant.
Il y a un deuxième point qui me semble être important. La grande tendance que l'on devine autour de l'IA, c'est effectivement les modes de perception, mais surtout les modes de mémorisation. Pour le dire simplement, en quoi finalement les environnements que l'on met à disposition dans le périmètre de l'IA permettent d'optimiser et d'inscrire dans la durée donc, des processus de mémorisation donc, qui vont être reconvoqués, réutilisés. Il y a un autre, par contre, j'y vois aussi deux grandes faiblesses. La première faiblesse, c'est ma troisième remarque, c'est que c'est extrêmement pour l'instant centré sur les individus au détriment finalement de l'épaisseur interactionnelle et aussi de la considération des situations d'apprentissage face à laquelle donc, on mobilise de l'intelligence artificielle. Et l'autre remarque et l'autre limite, c'est le fait que finalement, il me semble, on est plutôt dans le processus d'apprentissage, j'en dirai quelques mots ultérieurement, au détriment, encore une fois, de la prise de décision et de la relation qu'entretient un apprenant avec d'autres, dont la prise de décision, mais également en phase de construction. Alors, à travers ces considérations, pour bien me faire comprendre, enfin, je rappellerai peut-être, me semble-t-il, puisque c'est IA et éducation, hein, les grands principes des méthodes en pédagogie. J'aime bien rappeler ce travail ancien de mon collègue Franck Morandi de 2001, hein, dans Modèles et méthodes en pédagogie, et qui rappelle qu'on pourrait dire qu'une méthode, qu'elle soit d'ailleurs traditionnelle, active, ou, entre guillemets, plus contemporaine, voire moderne, devient finalement une bonne méthode si celle-ci réussit, quel qu'en soit le principe finalement de mise en œuvre. Et à travers ça, on voit que dans les modèles de pédagogie, le souci de la guidance est systématiquement convoqué, à savoir activité pédagogique qui est structurée autour de méthodes de guidance d'origine différente. Et la guidance, ben, vous le voyez à l'écran, c'est bien la machine, c'est bien les langages, y compris les langages artificiels, mais au-delà de ça aussi, le vocable humain est central, c'est-à-dire le rôle de l'enseignant. Et dans la pédagogie traditionnelle, me semble-t-il, il y a trois phases qui sont peut-être un petit peu oubliées au niveau de l'intelligence artificielle, à savoir la phase de traitement, la phase transmissive, mais également, et celle-ci me semble être un peu oubliée, la troisième qui est fondamentale, celle de la communication scolaire ou dans un contexte scolaire, et encore une fois avec le postulat interactionnel. Alors, sur ce, on a vu fleurir, alors on en parlait d'ailleurs hier soir lors du dîner de gala très brièvement à travers les pédagogies dites de l'innovation, hein, on repense notamment à Célestin Freinet, etc., hein, où il y a un grand courant, une grande tradition de la pédagogie nouvelle ou de l'éducation nouvelle. Vous voyez à l'écran qu'il y a donc pléthore d'intentions, hein, pédagogie dite nouvelle, progressive, école moderne, méthode dite naturelle ou plutôt active, etc. Ce que j'y vois, hein, moi, comme fil conducteur, c'est le fait qu'effectivement, l'élève est acteur de son apprentissage, au sens premier du terme, et ça, c'est ce qui caractérise, à mon avis, tout chercheur d'information, que le principe d'activité. Et surtout aussi, il y a l'idée d'une sorte de professionnalisation en cours, progressive. Je pense à Perrenoud, je pense à la Borderie, etc., autour de ce fameux métier d'élève qui a été ensuite convoqué autour des métiers de l'étudiant, etc. Et puis, un autre point qui me semble être important dans le courant qui a traversé les pédagogies dites nouvelles, hein, c'est la place que l'on donne à la parole de l'enseignant et à sa prise de décision, l'accès à l'information et la validation, et puis enfin, donc, les nouveaux enjeux donc, de réussite autour de l'interaction sociale. Et Lévy nous rappelle d'ailleurs autour de ce principe-là que, effectivement, l'IA vise de nouveaux enjeux de réussite dans un espace d'interaction sociale supposé, anticipé, plus que considéré. Et c'est le problème, à mon avis, de la considération de la situation pédagogique qui mérite d'être interrogé lorsqu'on met en tension donc, intelligence artificielle et apprentissage. Alors, pour accélérer un petit peu, je vais mettre la focale, selon moi, sur 4-5 principes clés actuellement de l'intelligence artificielle qui font autorité, entre guillemets. Alors pour moi, le principe d'autorité, il est à travers ce que disent les spécialistes de l'intelligence artificielle et la capacité qu'ont les acteurs de l'école à recevoir l'argumentaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des figures de tension, hein, mais plutôt d'acceptation des acteurs qui sont appelés effectivement à penser ou à instiller l'idée donc de l'intelligence artificielle. Alors le premier point,
c'est la question des profils types. C'est-à-dire qu'effectivement, il me semble que dans beaucoup d'organismes de formation des enseignants, mais je citais le CNED tout à l'heure, le réseau aussi Canopé, les instituts nationaux de formation à la pédagogie, il y a cette idée de plus en plus que face à la massification de l'enseignement, il devient plus qu'urgent d'être capable, dans une phase liminaire, de caractériser des profils types qui vont permettre très clairement de personnaliser les parcours de formation dans un deuxième temps. Le deuxième point qui semble être à peu près être partagé de tous, hein, c'est le fait que effectivement l'intelligence artificielle vient jouer ce rôle donc de soutien, hein, vous le voyez, aux activités de tutorat ou d'aide personnalisée. Il y a un troisième principe que j'ai emprunté tout simplement aux travaux de la philosophie de Manuel Zaclade, hein, qui fait qu'effectivement, il me semble que l'intelligence artificielle au niveau des apprenants donc, démultiplie les possibilités interactionnelles avec l'information, pas seulement sur l'ARI, la recherche d'information et la sélection, mais plutôt sur les processus de réécriture et de réponse donc à des questions un petit peu génériques qui sont proposées par le système. Et puis le dernier point aussi, c'est de laisser toute la latitude à l'essai-erreur. C'est ce qui fait que quand même, je ne vais pas vous l'expliquer, mais dans les systèmes éducatifs, on a un rapport à l'erreur qui est très varié et variable, hein, entre les systèmes éducatifs qui considèrent que l'erreur est formatrice et que ça devient même un point de vigilance à partir duquel on va construire positivement du savoir, et puis les systèmes qui sont plutôt dans une forme de radicalité qui fait que quand il y a erreur, il y a un supposé échec et il y a de la remédiation, et parfois avec les groupes de niveau, les méthodologies personnalisables, etc. Du côté donc des enseignants, l'intelligence artificielle, entre guillemets, enfin les discours et les constructions sur l'intelligence artificielle sont portés, me semble-t-il, là aussi à travers cette revue de littérature que j'ai opérée, autour de trois grands principes. C'est d'abord le fait que l'on va simplifier, accélérer et finalement optimiser, hein, ce temps singulier que sont les activités de base dans l'éducation. Alors, bien entendu, il y a un contexte qui est quand même particulièrement favorable, puisque quand on prend, par exemple, la dernière réforme, hein, l'école de la confiance, pilotée par Jean-Michel Blanquer, ben on voit clairement que le diagnostic de départ, à travers aussi PISA, etc., font que, effectivement, tous les diagnostics nous disent que les savoirs de base ne sont plus du tout maîtrisés, hein, c'est-à-dire écrire, compter, calculer, problématiser. Donc, sur ce principe-là, effectivement, on peut retenir le principe d'une convergence positive avec les développeurs et les agents de l'intelligence artificielle qui misent sur des activités de base automatisées, massives aussi, pour faire une sorte de remise à niveau de base pour pouvoir ensuite gagner du temps. L'autre point qui me semble être important, c'est d'arriver à discriminer autour de ces savoirs fondamentaux donc des supports de cours basiques où il y a des consignes de base qui sont données et où on est dans un rapport très individualisé de l'individu au système dédié qui va lui permettre là aussi de résoudre donc un ensemble de tâches. Et puis ensuite aussi un autre point qui voit le jour, hein, je ne vais pas les citer, vous les connaissez aussi bien que moi, hein, mais des dispositifs IA qui sont centrés sur des démonstrations didactiques au sens de la répétition ou de la diversité des situations qui sont proposées donc aux uns et aux autres. Pour finir, l'institution dans tout ça, parce que le sentiment que j'ai, vous avez bien entendu ma prudence, voire parfois mon scepticisme sur les discours ambiants autour de l'IA, on voit que l'institution, effectivement, est en train de militer finalement pour ses apports intelligence artificielle, alors notamment autour de trois principes que vous avez à l'écran. Le supposé fait que, à travers l'IA et notamment les plateformes, ça rejoint le propos, me semble-t-il, de ce matin de Monsieur Renard, hein, le fait qu'effectivement, à travers les dispositifs qu'on met en œuvre progressivement, le lien enseignant, élève et famille, au nom d'une réussite donc supposée de l'élève, donc serait renforcé. On voit aussi donc le principe du n'importe où et à tout moment, hein. On l'a particulièrement vécu avec le confinement, faisant qu'effectivement il y a une prolongation de la situation d'apprentissage bien au-delà du temps scolaire. Et puis ensuite donc l'idée et la tentation, je serais tenté de dire, d'industrialiser des savoirs de base et notamment, vous le voyez, autour de ces principes, encore une fois, d'automatisation. Alors je finirai, puisque je vois bien à travers la gestuelle de Philippe, donc que je gère finalement assez mal le temps qui m'était imparti.
juste m'appuyer sur une enquête et une recherche que nous avons menée avec des collègues de l'équipe ICIN et de l'équipe Rudy de l'IMS, pilotée par Camille Capel, au défi, vous voyez, de 2018 à cette année, où on a essayé de voir finalement dans des niveaux diversifiés de collèges et lycées en situation pédagogique, dans des contextes ordinaires d'apprentissage, ce qui se passait autour de l'appropriation et de l'utilisation des jeux de données et de gestion des flux massifs de données. Alors juste cette remarque qui me semble être essentielle, c'est que l'éducation va très vite dans les injonctions à travers les textes, sans forcément considérer que les acteurs ont digéré, entre guillemets, les objets qu'ils doivent enseigner. Alors, c'est caractéristique sur les data, puisque, par exemple, dans les programmes de sciences économiques et sociales, la data est rentrée déjà depuis 2-3 ans dans les programmes, sans qu'il y ait eu de plan un peu organisé de réflexion sur c'était quoi les jeux de données, les natures de données, et quels sont les scénarios pédagogiques que l'on peut envisager avec ces données pour, là aussi, optimiser les apprentissages. Et vous vous doutez bien que les acteurs, que font-ils dans ce cas-là? Ils adaptent un peu comme ils veulent et ils bricolent. Juste retenir que j'ai choisi les données et je revendique un postulat d'intelligence artificielle, puisque, vous le voyez, je m'inscris plutôt là dans le postulat de l'IA connexionniste, c'est-à-dire qui est centré sur les techniques d'apprentissage à partir de données massives disponibles. Et dans le scénario au défi, on est exactement là-dessus. Et vraiment, juste pour dire, en résumé, et je ne détaillerai pas, le fait que ça ne va peut-être pas vous étonner, mais dans les dispositifs de jeux de données qui sont mis en œuvre par les enseignants, on voit finalement que les 3 grands modèles pédagogiques, au sens de Morandi, que je citais tout à l'heure, sont toujours pérennisés. Alors, je vous invite à regarder, il y a déjà des publications sur ce domaine-là, sur lesquelles nous avons publié. Mais en gros, on continue de garder le transmissif. Ce n'est pas parce qu'on instille des jeux massifs de données et qu'il y a des injonctions de texte que les acteurs ne réinventent pas avec cette couche moderne de la data des modèles classiques de transmission des savoirs. C'est-à-dire, pour le dire simplement, mais vraiment de manière caricaturale, on remplace un bon vieux manuel par des jeux de données, mais l'intention dans le dispositif pédagogique mis en œuvre ne bouge pas énormément. Le deuxième scénario, c'est plutôt, et là, ça laisse beaucoup d'espoir, des modalités de travail participatives où effectivement, et vous le voyez, le jeu de données initial qui est prévu va être enrichi progressivement par les élèves à travers ce que ma collègue présente un élément s'appelle le jeu de l'élève enquêteur, autoritaire, etc. Et ensuite, donc, un troisième principe qui est rare, qui est voire exceptionnel, qui est plutôt sur un scénario pédagogique d'autonomisation où effectivement, là, on a véritablement un élève qui va devenir un vrai enquêteur, un producteur de données et qui va mettre ses résultats de recherche au regard et en écho de jeux de données qui sont disponibles. Mais ce scénario-là, ça ne va pas vous étonner, ce scénario-là reste extrêmement minoritaire dans la pratique pédagogique. Donc, pour conclure, Philippe, pour conclure clairement, l'intelligence artificielle, selon moi, bouge radicalement les rapports économiques et politiques que l'on a au savoir, mais à côté de ça, ne réinvente peut-être pas aussi fortement qu'on voudrait le penser les scénarios pédagogiques dans l'activité ordinaire de classe. Merci à toi. Oui, on a compris qu'il y avait encore beaucoup de choses à nous dire, mais il faut encore garder du grain pour la discussion. Et j'ai pourtant pris soin de prendre entrée, plat et dessert. Merci. Alors, pendant que le prochain conférencier va s'installer, Edgar Manza, je vais retenir, je vais tout simplement dire ce que j'ai retenu de ton intervention. D'abord, c'est une dimension essentielle, et ça, je crois qu'on n'en doutait pas. Nous sommes chercheurs, nous sommes enseignants, et c'est très bien qu'il y ait des collègues qui fassent la recherche de notre enseignement et nous orientent. Donc, je remercie régulièrement les collègues de Sciences de l'Éduc pour le travail qu'ils font. J'ai bien apprécié ton approche scientifique, commencer par la critique, quels actes, quels usages derrière le discours. J'ai été convaincu par la diversité des questions qui sont mobilisées. D'abord, pour les apprenants, personnalisation, soutien, nouvelles relations d'information. Pour les enseignants, nouvelle répartition des tâches. Est-ce qu'on ne va pas déléguer à la machine des tâches qu'on assurait? Et pour l'institution, qui évidemment doit organiser une nouvelle relation entre les 3 parties. Et puis, tu termines sur 3 scénarios. Un scénario que je dirais plutôt pessimiste, un scénario moyen attentiste, et puis un scénario de lendemains heureux. On verra.
En tout cas, merci à toi de nous avoir présenté cette richesse-là. Et donc, tout de suite, comme promis, je passe la parole à Monsieur Edgar Banza. Bon, c'est bon. Oui, bonjour et merci beaucoup. Je suis très content d'être ici. C'est toujours un plaisir de venir à Bordeaux. Donc, je suis Edgar Charles Mbanza. Donc, je suis docteur de l'école des études en sciences sociales. Enfin, je vais vous présenter plutôt mes derniers travaux, enfin, dans mes travaux de recherche, respectivement avec l'Institut Mines Télécom dans le projet KOR et à l'Université Côte d'Azur avec le projet Artefact. Je vous dirai ce que c'est. Alors, je vous présente justement je vais prendre un petit recul par rapport au précédent intervenant, mais pour parler finalement, pour évoquer les mêmes questions, les mêmes problématiques. C'est autour de l'apprentissage, autour des compétences, autour des littératies. Alors, ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc, globalement, c'est que moi j'aborde ces questions des médias, du numérique, enfin, et surtout du milieu numérique émergent dans la perspective des grandes fragilités. Ça veut dire des personnes très âgées, des personnes handicapées, enfin, des déficiences du corps ou des grandes marginalités sociales, la ville en crise par exemple. Et pour moi, c'est une manière de décentrer le regard sur l'intelligence artificielle en l'abordant à partir de la figure du corps affaibli et surtout à partir des situations ordinaires d'apprentissage, parce qu'il y a est principalement abordé à partir de la figure du corps augmenté et performant et surtout à partir des lieux de production officielle du savoir. Donc, c'est une manière de décentrer le regard, mais pour finalement arriver à répondre, s'interroger sur les mêmes questions. Alors, je voudrais remercier vraiment l'Université Côte d'Azur et puis l'Institut Mines Télécom qui m'a permis de mener ces projets de recherche donc, dans un cadre assez émulateur, très pluridisciplinaire, où des gens des sciences de l'information, des sociologues, des ingénieurs, des neuroscientifiques, et surtout des usagers travaillent ensemble. Alors, ce sont évidemment ce sont des pistes de réflexion qui s'inscrivent dans la continuité de mon travail doctoral sur ce que j'appelle l'ordinaire technocommunicationnel en Afrique, notamment dans les zones urbaines contraintes, dans les ghettos, dans les bidonvilles, mais ça va directement puiser dans mes derniers projets donc sur d'abord les personnes très âgées, et les objets justement intelligents auprès de personnes malvoyantes. Donc, c'est pour vous situer, dire d'où je parle d'abord, parce que c'est extrêmement important. Alors, je vais vous présenter rapidement 5 points, enfin, mais de façon très rapide. Je vais essayer de vous montrer comment l'IA est présente dans ces zones de grande marginalité, mais de manière parfois discrète, mais de façon très forte. Je vais vous dire pourquoi pour moi, la notion de milieu médiatique, numérique plutôt, est extrêmement importante, parce qu'elle nous permet de prendre en compte une multiplicité, une pluralité de médiation en œuvre, d'interactions, et que surtout, elle nous permet de redéfinir la notion même d'apprentissage et de compétences. Alors, je vais surtout insister sur un aspect extrêmement important pour moi. Enfin, c'est vrai qu'on aime définir d'une manière ou d'une autre les intelligences artificielles, mais moi, je vais insister sur une caractéristique importante, enfin, l'on découvre lorsqu'on observe empiriquement ces objets et ces algorithmes, c'est le double jeu de l'IA, c'est l'ambivalence, c'est l'ambiguïté. Et puis voilà, je vais essayer de conclure en essayant d'avancer quelques pistes pour une conception de ce que j'appelle un milieu numérique apprenant, qui est associé, pour reprendre une certaine terminologie. Alors, il y a des fois, il y a l'année dernière, lorsque je faisais des conférences chez des gens, l'IA dans le monde du handicap, l'IA dans les univers de grande précarité, bon, ça n'existait pas, il n'y a pas l'IA.
Alors que enfin, le constat était autre, parce que plus ces populations, ces catégories sociales, sociologiques sont éloignées de la figure même de l'homme augmenté, enfin du centre, plus elles sont soumises à des décisions algorithmiques. Plus il y a une circulation assez avancée des objets connectés. Enfin, on va essayer de voir comment. J'ai distingué, pour essayer de schématiser, trois principales modes, formes plutôt de présence de l'IA dans les pays, dans les grandes marginalités, que ce soit en Afrique, mais aussi en France. Alors, il y a déjà un usage formel qui est déjà là, notamment avec une vaste gamme d'applications pour prévenir, soigner et surveiller. Là, je parle précisément du monde de la santé et du handicap. Alors, il y a surtout, et c'est l'aspect qu'on occulte souvent, il y a surtout une circulation informelle d'objets dits intelligents, qu'on retrouve facilement chez les soignants, mais aussi chez les aidants et chez les patients. Et il n'y a pas d'études statistiques assez précises, mais moi, pour être sur le terrain du handicap en France, mais aussi des porteurs des maladies chroniques qui viennent des villes, en tout cas des marges de la globalisation ici ou là, je parie qu'ils font partie des populations qui sont les premiers équipés en objets connectés intelligents. Mais de manière, les gens qui sont porteurs de maladies chroniques, par exemple, parce que souvent des objets qui viennent du monde du bien-être et du sport, mais qui sont de plus en plus appropriés de manière informelle, par bricolage, par butinage, chez les personnes qui ont des déficiences ou qui ont des maladies. Alors, il y a bien sûr aussi une forme de présence expérimentale. Enfin, on l'a vu dès les premières années de l'IA, en tout cas de la dernière génération de l'IA, dans les pays en voie de développement, dans les projets humanitaires, mais on le voit de plus en plus maintenant dans le monde de la santé en France, dans le monde du handicap, et surtout lorsqu'il y a des crises ou des situations, des difficultés par rapport à lorsque les dispositifs classiques de prise de décision sont en difficulté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Et souvent, ce sont des expérimentations qui ne sont pas annoncées comme telles, qui sont masquées, qui sont déguisées. Évidemment, enfin, on l'a dit, en innovation, en besoin de changement social ou des pratiques, ou tout simplement pour faire face aux urgences. Ces textes, c'est très... Alors, souvent, il y a c'est là où nous, beaucoup de ce qu'on pourrait appeler, dans le cadre de la théorie de l'acte réseau, des compromis sociotechniques, parce qu'il y a tout un tas de négociations, des marches entre lobbies, entre associations, entre usagers aussi, pour essayer de faciliter des usages, entre guillemets, avant même que la réglementation, avant même que le choix politique ne soit stabilisé. Enfin, ça, c'est vraiment une question extrêmement importante qui caractérise l'avancée actuelle de l'IA et qu'on remarque surtout lorsqu'on est dans les marges de la globalisation technique, lorsqu'on est dans les zones de grande fragilité ou lorsqu'on travaille sur les crises. Alors, c'est exactement ce que j'appelle une sorte d'ingénieuse avancée de l'IA dans la vie sociale et surtout à travers ce qu'on appelle les technologies d'assistance. Alors, on l'a déjà dit et je pense que c'est pareil aussi dans le monde des pédagogies, enfin de l'éducation, mais aussi dans le monde de la démocratie, dans beaucoup de secteurs, c'est que ce sont les solutions dites autonomes, il y a une sorte de solutionnisme, si vous voulez, qui caractérise l'intégration, en tout cas l'insertion de l'IA. Et alors, moi, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que d'abord, moi, je suis en train d'aborder l'IA à travers une facette du système qui est assez complexe, ça veut dire les interfaces entre l'IA et les gens et les corps. Alors, mais ce que ça nous montre, et c'est ce qu'on voit justement, surtout à l'échelle de la santé et du handicap. Alors, ce qu'on voit, c'est quand même quelque chose qui exacerbe un processus assez profond et ancien de numérisation du monde qui s'intensifie à l'échelle des corps et des environnements de vie. Mais pour moi, ce n'est pas un phénomène nouveau parce que j'avais vu cela, c'était l'une des pistes les plus signifiantes, en tout cas, lorsque j'ai fait une longue thèse d'ethnographie des médias anciens et nouveaux dans les bidonvilles d'Afrique, par exemple, à Dakar et à Nairobi, où on voit que la principale caractéristique, en tout cas, de ce mouvement de médiatification du monde social, de numérisation du monde,
s'opère principalement à l'échelle des corps et des environnements de vie privée, hein, avant évidemment d'investir d'autres sphères de la vie. Alors, l'autre caractéristique, l'autre est très important lorsqu'on observe l'IA dans le monde des fragilités, c'est que, alors, c'est aussi un autre processus profond de porosité généralisée entre des secteurs traditionnellement distincts, le médical, l'informationnel, le culturel, l'administratif, par exemple, le monde expert, le monde usager, enfin, des choses qui avancent progressivement et discrètement depuis un petit bout de temps, hein, et qui caractérisent finalement le numérique de la dernière génération, enfin en tout cas des 2 dernières générations en tout cas, mais qui est exacerbé par l'IA. Enfin, depuis l'extraction des données, depuis la collecte, depuis les traitements et surtout dans une nouvelle manière de les montrer, de les visualiser par exemple. Alors, c'est là où c'est extrêmement intéressant c'est vraiment un petit détour, pas théorique parce que ça part des recherches empiriques. C'est là où on peut trouver la pertinence de la notion même de milieu technique de Simondo, parce que c'est pour prendre en compte toutes ces hybridations, toutes ces caractéristiques du nouveau numérique. Alors, ça permet surtout de comprendre que le numérique, parce qu'on a tendance à voir le nouveau numérique intelligent avec une perspective partielle et partiale. Soit c'est nous, c'est le système qui vient vers nous, qui nous envahit, hein, ou soit c'est l'homme qui va vers le système. Alors que ces deux mouvements, cette double extension est inséparablement liée, hein, et ça fait la même chose. Et c'est ça la force de l'IA, hein, c'est cette extension plurielle, d'abord du domaine technicien vers les corps et du domaine corporel vers des réseaux extrêmement étendus. Et, voilà. Alors, évidemment, je ne vais pas insister sur des questions épistémologiques, mais ça nous renvoie quand même, on est tous immergés dans l'IA. Je pense que je ne suis pas le seul, je sais que mais c'est important de questionner cette extériorité qu'on accole souvent au rapport société-technologie, hein, mais aussi qu'on accole aussi aux sciences sociales par rapport aux phénomènes émergents, hein. Alors, et c'est surtout, alors, même en termes, alors, au niveau des compétences, au niveau des littératies, ce qui se voit, c'est qu'il s'agit moins de savoir comment se servir des algorithmes que de comprendre le monde qui nous construisent. Il faut sortir vraiment de cette approche seulement instrumentale de l'IA. Hein. Moi, je pense que oui, c'est vrai que lorsqu'on parle de littératie, de compétences, on a tous envie d'apprendre à coder. Hein. On a tous envie d'apprendre nos enfants à comprendre le fonctionnement de l'IA. Enfin, d'ailleurs, je vais mettre beaucoup de réserves par rapport à cette proposition, parce que ce n'est pas possible, tout simplement. Enfin, mais il y a d'autres choses à apprendre, mais voilà. Et puis surtout, la notion de milieu nous rappelle, on l'a dit, les dimensions fondamentalement situées, énactées, distribuées, étendues des apprentissages au quotidien. C'est plus seulement quelque chose qu'il faut recevoir de là-haut, hein, et surtout, on ne peut plus regarder seulement la question de compétences en focalisant sur les capacités mentales, les capacités de l'esprit, hein. C'est notre corps qui est engagé, c'est le corps individuel, c'est le corps social, et c'est nos rapports avec les artefacts et avec l'environnement. Alors, je vous donne pour notamment les jeunes chercheurs qui sont en train qui voudraient explorer ces voies, je vous ferai une petite bibliographie rapidement à la fin, et puis j'ai la version texte. Alors, il me reste combien de minutes? C'est pour... Non, une seulement? Non, vraiment, non, oh, ouais. Alors, non, parce que le plus intéressant est à venir, donc je prendrai seulement 3, mais c'est juste pour dire que... Alors, il y a un paradoxe important de l'IA, c'est que, on est encore là, c'est que, à partir des observations empiriques, c'est que les solutions les mieux acceptées sont celles qui s'adaptent aux modes opératoires spécifiques des gens, hein. Alors, ça, c'est un défi pour la conception et pour les sociologies, hein, les sciences sociales, en tout cas, dans l'ensemble des usages, parce qu'on a beaucoup insisté sur le bricoleur hors pair, alors que maintenant, il faut opérer un glissement vers le corps affaibli, hein, les fragilités. Alors, et puis surtout, les questions du handicap et de la santé équipée en intelligence artificielle nous posent la question. C'est vrai qu'on a toujours regardé, on a toujours eu un regard
célébrateur sur les appropriations, sur plutôt détournés, sur les détournements, sur le bricolage. Alors, mais comment gérer ça et puis sur les pannes, on l'a dit, sur les erreurs. Voilà, on sait qu'ils ont les erreurs ont une vertu épistémique traditionnellement, mais comment faire avec les questions, les trucs de la sorte. Alors, mais la grande question, c'est ce que je vais rapidement appeler une sorte d'opacité algorithmique qui est intrinsèque, qui est une caractéristique intrinsèque de l'IA. Alors, c'est très important ce que je vais vous dire, parce que c'est vrai que l'IA est très, très ambivalente, parce que vu des objets connectés, des interfaces, c'est qu'elle donne beaucoup de liberté à la personne. Elle associe la personne. Elle appelle la personne à agir, à travailler, ce que j'appelle l'extension du travail-passion. Elle est interactive, elle a l'air d'offrir des choses personnalisées, elle a l'air d'être notre amie, vous voyez, bienveillante. Mais vu du côté des algorithmes de fonctionnement, c'est ce que j'appelle, tout le monde appelle, finalement, une opacité algorithmique extrêmement forte. On ne peut pas savoir ce qui se passe entre la machine et la décision. Alors, dans le monde de la santé, ça pose des problèmes extrêmement inquiétants parce que ça atrophie, ça écrase la traditionnelle relation entre le patient. Alors, où la situation de communication est extrêmement importante. Alors, je finis sur ça. Alors, je conclue sur ça, mais comment est-ce qu'on peut concevoir un milieu numérique apprenant associé, pour reprendre encore une fois la terminologie simondienne. Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment revenir aux fondamentaux. Il faut qu'on apprenne à définir même nos amis, les êtres artificiels intelligents. Il faut qu'on mette davantage de... Alors, il faut concevoir, articuler correctement les modèles computationnels de plus en plus bio-inspirés, néo-inspirés, en essayant de valoriser les dimensions proprement humaines de l'intelligence, de l'autonomisation, de l'incapacitation, qui n'est pas l'autonomisation par exemple, qui n'est pas cette autonomisation qu'on nous vend depuis, qui est rationalisée, qu'on nous vend dans le monde du médical, de l'handicap, mais qui est une autonomisation qui redécouvre l'homme total. Lorsqu'on est avec Edgar, s'il vous plaît, vraiment, une dernière phrase. Une dernière phrase, c'était juste pour dire revenir aux fondamentaux, la pluridisciplinarité, et puis tout simplement multiplier de recherches qualitatives, en fait. Tout simplement, et surtout, glisser le regard vers le couplage humain, environnement et nos amis intelligents. Alors, pour les jeunes chercheurs qui veulent approfondir, je pourrais vous envoyer par mail cette petite bibliographie justement qui resitue un peu dans le spectre large des sciences humaines et sociales, les références que j'ai citées, qui pour moi sont essentielles pour maintenir la dynamique qui est très ancienne en sciences, dans notre discipline, chère discipline, dans les sciences de l'information et de la communication. Merci beaucoup à vous, on va vous applaudir. Je vais passer pour le bourreau de service, j'en suis désolé. Alors, pendant que Catherine s'installe, je vais faire comme pour Vincent, vous dire ce que j'ai retenu de la très riche intervention d'Edgar. D'abord, j'ai eu plaisir à l'écouter parce qu'on sent la passion derrière. Alors, nous sommes tous passionnés par nos objets de recherche, mais en plus, on voit bien chez lui, on sent qu'il a une passion d'atteindre des objectifs de remédiation, de faire changer le monde, et donc ça donne un moteur à sa pensée. Et c'est pour ça sans doute qu'il devient si prolixe. Alors, il y a un mot que j'attendais mais qui n'est pas venu, c'est inclusion, l'intelligence artificielle comme aide à l'inclusion sous toutes ses différentes formes. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses que vous avez évoquées qui rentrent sous ce concept. Et puis, ce que j'ai bien aimé chez vous, c'est que vous avez le sens de la formulation. Les compétences fragiles, compromis socio-techniques, ingénieuse avancée, extériorité de la société, opacité algorithmique, co-conception agile. Wow. Là, vraiment au niveau communicationnel, chapeau. Et finalement, un dernier mot, en attendant que Catherine soit complètement installée. Dans la démarche que vous décrivez, ça m'a beaucoup fait penser à celle de Michel de Certeau avec le braconnage. Alors, vous appelez ça bricolage, mais je crois qu'on est dans une même logique des humains qui essayent de trouver des moyens tout en contournant, tout en acceptant. Donc, je ne sais pas si Michel de Certeau était dans la liste, mais en tout cas, c'est... Dans la liste, mais quand je parle de l'ordinaire de communication, je pense à lui, de pratique, de bricolage, c'est beaucoup dans ma tête. D'accord. En tout cas, merci à vous.
Catherine, à toi la parole. Alors, tout d'abord, merci. Merci à la chaire l'UNESCO de m'avoir invitée. Bon, je suis ravie. Et puis, j'ai compris que c'était un marathon, donc je me prépare. J'ai préparé 14 diapositives. Je pense aussi à tous les étudiants qui sont mes étudiants et qui vont traduire. Donc, je vais essayer d'être souple, agile et efficace. Donc, en effet, je travaille plus particulièrement dans cette communication sur tout ce qui est contemporain et je vais essayer d'apporter une approche sur ce que j'ai appelé, certes, l'intelligence artificielle, avec un regard particulier entre science et data. Donc ça me paraissait très important de signaler cette première... on va dire, cette première approche générique pour arriver à ce titre. Science et data, parfois, sont en contradiction. Le premier communicant l'a dit, peuvent être en contradiction justement dans des domaines particuliers. Donc, je vais exposer en dernier cas le domaine de l'écologie humaine. Et je sais que le deuxième communicant a parlé aussi de l'environnement par rapport à des fragilités. Je vais revenir sur ça, bien sûr. Et bien sûr, je suis dans une table ronde sur la pédagogie, donc je vais parler pédagogie. Et plus particulièrement, je vais essayer de vous montrer qu'il y a toute une pédagogie à explorer et peut-être une pédagogie à travailler en rapport avec la dimension éthique. Et là, il y a des défis, vraiment, de sérieux défis. Donc certes, comme une bonne chercheure, j'ai fait un plan. Donc je ne vais pas tout vous exposer aujourd'hui parce que le temps m'est compté, mais par contre, je vais vous renvoyer à mon article, à la bibliographie, etc. Donc, en premier, je suis partie de l'idée des connaissances et des savoirs. Vous allez voir, c'est mon domaine épistémique depuis 2002. Depuis ma thèse. Je vais essayer de montrer qu'il peut y avoir des paradoxes entre connaissance, savoir et calcul. On en a parlé ce matin. En effet, les algorithmes composent la spécificité de l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas que les algorithmes. Il y a les notions de data. Et dans ces notions de data, il n'y a pas que les notions d'accès aux data. Il y a les notions d'appropriation data. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, en tant que chercheur, et nous, en tant que chercheurs et enseignants. Monsieur, notre responsable de table, a dit en introduction de cette table. Donc, en fait, à partir de ça, j'ai considéré qu'il y avait des porosités et des typologies de connaissances qu'il fallait explorer plus. Aujourd'hui, je vous en donnerai qu'un extrait. Et ensuite, plus particulièrement dans la partie 2, j'ai vu qu'il y avait des logiques métriques qui pouvaient amener des biais psychologiques et des biais cognitifs, c'est-à-dire, tout le monde le sait dès lors, on peut être pris. Alors, retenez bien ce participe passé, être pris, parce que je vais en reparler dans la conclusion. Nous pouvons être pris dans des filets, dans des mailles qui nous dépassent, quel que soit notre niveau de savoir, d'instruction ou notre niveau de compétence, terme aussi qui a été donné pendant ces 2 jours. Alors, plus particulièrement, j'étudierai en exemple, comme je vous l'ai dit, tout ce que je fais avec mes étudiants, donc en langue étrangère appliquée, et plus particulièrement sur les territoires, les open data, et en regardant avec précision comment ils peuvent travailler toutes les sources de data données par l'OCDE. Et ce qui me paraît important, c'est la 3e partie, donc je vais faire des focales sur l'immersion et les conséquences en pratique de formation, avec bien sûr une approche très très critique sur les sciences et les cultures. Et je vous donnerai des exemples avec ce qu'ont fait mes étudiants. Donc, pour aller vite, en territoire expérience de connaissance, je reviendrai simplement sur l'idée qu'en effet, la science est un droit, ce n'est pas à l'échelle UNESCO que je vais dire le contraire, et bien entendu, il peut y avoir des contradictions. Il y a un droit à la connaissance, comme j'ai marqué, qui peut être validé par les pairs, etc., mais il y a aussi des connaissances informelles. Et ce qui m'intéresse ici à présenter, c'est justement le 3e point, c'est-à-dire que
Pour moi, la connaissance et pour nous, la connaissance et le savoir, c'est un mouvement permanent, car les data, et je veux insister sur ça, les data véhiculent des objets matières et surtout des relations. Et bien sûr, dans chaque mot, il y a des acceptions différentes. Mais on va voir que là, c'est très important pour moi. Donc, il y a des parties prenantes, des politiques et des jeux de pouvoir. Et en effet, les data sont soumises à des interprétations qui peuvent être soit stables, soit éphémères, soit rebraconnées à la façon de De Certeau, bien entendu. Alors, je vais passer un peu vite sur tout ce qui est objectif de recherche parce que je viens de l'expliquer au préalable. Par contre, je vais revenir sur mon approche théorique. Et bien sûr, j'ai une approche théorique pédagogique, mais pas que. Donc, bien sûr, j'ai fait un croisement entre les approches constructivistes et les approches socio-constructivistes. Mais aujourd'hui, je voulais aller encore plus loin et voir comment la complexité, donc je vous laisse regarder les auteurs, comment la complexité peut se croiser avec les dimensions que je viens de retravailler avec grande profondeur et émotion aussi, les notions en effet de théorie critique que M. Jeanneret nous a laissées, et je redonne son titre qui me semble essentiel, Penser la trivialité, et considérer cette trivialité non pas comme quelque chose de bas ou de négatif, mais comme quelque chose en fait qui est une vie. C'est-à-dire comment nous vivons à l'heure actuelle, contemporanéité, comment nous vivons à l'heure actuelle cette vie qui peut être triviale parce qu'elle peut être très soumise à des maillages qui nous dépassent. Et j'expliquerai cela plus tard. Donc, nous sommes des êtres culturels, il y a des traces. Donc, je vous renvoie à Jeanneret et à tous ses écrits. Et plus particulièrement, je vous renvoie à un texte qui m'a beaucoup plu, qui est justement un texte écrit par lui et qui parle de la question de la technique en Chine, parce que là, on est sur un terrain particulier. Donc, ma problématique en tant que chercheur, c'est la médiatisation. Donc, Deleuze l'a théorisé dès 2011, et je reviens sur 3 mots qu'il a dit, donc là, vous l'avez en anglais, global, individuel et collectif, et la partie invisible, ce que mes collègues viennent de dire aussi. Alors, approche critique. Bon, type théorie critique de Jeanneret. De 2008 à 2019, Jeanneret nous a laissé des écrits qui sont fondamentaux pour nous. Et en fait, trois thématiques qu'il faut creuser, justement à l'ère de l'IA. L'interaction médiatisée par les objets, bon, j'ai écrit beaucoup d'articles sur ça, la circulation de la culture, parce que s'il y a un terme qui est essentiel et qui me paraît essentiel depuis 2 jours, c'est cette notion de culture. Mais pas que la culture d'innovation, la culture appropriée par chacun. Et ensuite, comment nous, à partir de ça, nous avons une activité communicationnelle. Bon, je ne rappellerai pas qu'information et communication sont liées, ça c'est sûr. Et de fait, il y a une économie politique de la communication qui est là, c'est-à-dire, on l'a vu avec tous les exposés précédents, il y a des coups de force qui sont faits par les data. Et je finirai sur un mot, industrialisation à questionner, parce que si on commence par l'industrialisation, on va se perdre, nous, parce qu'on est des humains. Et là, je renvoie cette idée à ce que vous venez d'écouter avec mes précédents collègues. Donc, les biais psychologiques, bon, j'avais fait une petite explication sur les data, et je veux revenir sur ce que j'ai mis en rouge. La data, c'est l'information surtout numérique, mais elle est donnée pour des fins de référence, d'analyse et de calcul. Donc, il faut croiser les data à l'appropriation. Donc, en effet, il faut qu'il y ait diversité des propos, et je renvoie au texte de Rebouillat qui parle de valeurs d'usage, parce qu'il faut travailler les valeurs d'usage en recherche, mais aussi dans la vie quotidienne. Alors, les biais psychologiques, je reviendrai simplement sur quelque chose. C'est l'angle mort d'un modèle. En fait, dans un modèle, on a travaillé avec une collègue designer sur cela, il y a des angles morts. Donc, lorsqu'on crée un modèle, Cathy O'Neill le dit très bien, il y a en effet une histoire de monde réel qui est réduit à un autre modèle ou à un autre monde. Et c'est ça qui est important à creuser. Donc, je vais le creuser pour être dans les temps. Donc, je le creuse avec mes étudiants en utilisant les open data et en utilisant tout ce qui est en effet data des OCDE et de l'OCDE, pardon. Et en effet, je me rends compte que les étudiants
réalise qu'il y a à déplacer des données scientifiques, mais en même temps, il y a à se les approprier et il y a une mise en équilibre constante à faire entre sécurité, droit, protection personnelle. C'est-à-dire, il y a des données scientifiques, mais il y a tout un champ de liberté et c'est justement ce champ de liberté que M. Huy a vraiment creusé en disant qu'il y avait des possibles scénarios d'appropriation créative. Voilà, je finirai sur ça. Alors, immersion. Bon, mes étudiants travaillent sur ça dans des domaines particuliers. En licence 3, ils travaillent sur tous les terrains UNESCO, c'est-à-dire les appropriations de langue locale, africaine ou autre, par rapport aussi à des pertes de langue. Par exemple, la langue de certains territoires d'Oural qui peut être perdue parce qu'il y a des enjeux politiques. Et là, on se rend compte que les sources d'information, mais pas que, les datas peuvent être travaillées d'une façon politique et sectorielle, voire en fait partiale. Et c'est ceci qui est important, je crois, à transmettre à nos étudiants. Alors, cette année, on a travaillé sur le patrimoine immatériel. Donc, en effet, on a travaillé sur les liens entre savoir, connaissance universelle et expérience. Et de fait, voilà ce qu'on a conclu. Et je conclus ainsi. On a conclu qu'il y avait une crise sanitaire qui était très, très forte et que cette crise sanitaire, comme vous voyez, elle nous a mené à construire autrement le savoir. Et je reviendrai, alors, je vais sortir des mots grecs, je reviendrai sur la notion de kéros. En fait, le kéros, c'est le temps. Et il y a une autre relation qui s'est posée par rapport au temps qui avait l'air d'être suspendu. On était en mise en abîme avec ces deux Covid et ces deux temps de Covid. Et je finirai sur Castoriadis parce qu'il dit que le kéros, c'est le temps de l'action. C'est à nous désormais de prendre conscience qu'avec ce temps différé, avec aussi cette pratique que nous avons dès lors d'une connaissance par outil technique, par algorithme poussé, par interface, par robot, etc., nous avons à considérer autrement peut-être la prise de décision et la prise d'action. Et je finirai sur Houllier. Il y a une pensée d'action, à mon avis, qui doit être creusée, travaillée énormément en écologie politique. Et on le creuse avec nos étudiants. Et je finirai, non pas sur un gros mot, mais sur un mot grec, pluricrésie. C'est-à-dire, c'est un mot que j'aimerais à donner pour dire qu'il y avait plusieurs façons d'envisager cette prise qu'on avait avec le réel par l'objet technique. Et monsieur Yves Jeanneret, merci, parce que vous l'avez dit en mots grecs, mais nous le vivons tous les jours en mots et en pensée et en complexité. Donc merci à vous, c'est un hommage que je lui rends et je vous remercie. Merci à vous, chers collègues, et merci de rappeler effectivement tout ce que le professeur Jeanneret a pu apporter à notre discipline. Pour ceux qui ne sont pas, il est disparu récemment et donc il a laissé un grand trou. Alors donc, là encore, par rapport aux interventions précédentes, je vais très rapidement rappeler de manière brutale, mais vous avez compris, c'est ma façon d'être, ce qu'a dit notre collègue. Donc, c'est les rapports entre science et data, au sein d'une triangulation entre connaissance, savoir et calcul. Nous a bien expliqué comment les interactions sont médiatisées par les objets, par la circulation de la culture et l'activité communicationnelle. Et puis, ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est tous ces biais psychologiques et cognitifs de la data, qui est tout sauf neutre, et le traitement politique qu'on peut lui faire subir, sachant, nous le savons bien, que ces traitements seront d'autant plus forts qu'il y a moins de démocratie dans les pays. Voilà, grâce à ma rigidité, nous avons réussi à sauver 20 minutes de discussion. Je suis sûr que cette discussion sera très riche. Alors, il y a 3 types de publics. D'abord, il y a le public que vous formez ici dans la salle. Il y a le public sur cette table, parce que vous avez peut-être des questions, des interrogations, des suggestions à vous faire les uns les autres. Et il y a peut-être un public en ligne. Et je voudrais demander à la régie s'il y a du public en ligne, et si oui, est-ce que vous pourriez afficher le chat pour que je puisse me faire le médiateur de ces questions posées en ligne. Il est démuté.
Il n'y a pas de questions en ligne actuellement. Pas de questions en ligne. Bon, mais écoutez, ça nous fait 2 publics, donc d'autant plus de possibilités de poser des questions. Alors, on va donner priorité à la salle, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des prises de parole souhaitées? Oui, bonjour. Fondation Anthony Minguenet. C'est une question qui s'adresse aux 3 intervenants et qui regroupe à la fois, me semble-t-il, l'innovation pédagogique, les co-conceptions agiles et puis surtout les nouvelles appropriations des savoirs. J'ai lu un article, et je vous donnerai à un autre moment les références, je vous les enverrai si vous voulez, mais je n'ai plus le titre. J'ai lu un article récemment d'un projet éducatif par l'IA en immersion totale en réalité virtuelle, par l'utilisation de casques de réalité virtuelle. Alors, dans cette technique, il n'y a absolument pas de transmission des cours théoriques, mais simplement une mise en situation des élèves dans un contexte donné, de façon que lui-même puisse tirer les leçons de son apprentissage par sa propre expérience. Et bien sûr, il est accompagné, il y en a un enseignant qui l'accompagne et qui peut l'aider secondairement. Et j'ai l'impression que l'on retrouve à l'heure actuelle les techniques de l'enseignement antique, c'est-à-dire la dissociation qui existe entre la transmission des savoirs et l'acquisition de la connaissance. Et l'enfant, enfin l'élève, pardon, en tire ses propres lois, ses propres expériences, et il semblerait qu'il y ait un apport particulièrement positif et que ça intéresse justement les élèves qui peuvent être en situation de fragilité et qui ne peuvent pas apprendre une formule mathématique par cœur ou quoi que ce soit. Nous sommes tous différents. Alors, je voudrais savoir si nos orateurs peuvent avoir un recul, un regard, ou nous traduire justement ceci, ou avoir leur avis. Oui. Votre question est fondamentale. Parce qu'en effet, bon, je n'ai pas eu le temps de le préciser là, je pense qu'il y a un approfondissement à faire entre connaissance et savoir. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on nous donne des datas, on a des informations, des connaissances. Mais ce n'est pas pour cela que ces connaissances ou ces informations vont être transformées en savoir. Et de fait, ces savoirs, il faut les interroger. Nous avons publié plusieurs choses sur tout ce qui est science ouverte et sur ce qui est appropriation des savoirs. Et on sait bien que ce n'est pas si évident de cela d'échanger sur des savoirs, même entre initiés, on va dire. Et on l'a vu récemment en sciences, ce n'est pas simple d'échanger entre scientifiques sur des sujets donnés parce qu'on peut avoir des approches complexes. De fait, comme il y a des objets techniques qui nous amènent des traductions, donc là, je reprends le terme de Bruno Latour, Gallon et Latour, la mise en traduction, c'est encore plus complexe. Donc, c'est vrai, la question que vous avez posée est fondamentale, monsieur. Il y a une transformation qui se fait à l'heure actuelle grâce ou par tous ces formats nouveaux. Et de plus en plus, on se rend compte qu'il est difficile de poser connaissance, savoir et de les faire vivre. C'est pour ça que j'ai voulu insister sur la notion de vie. Fontani aussi, semioticien en parle, parce que cette notion de mise en vie est très importante, parce que sinon, ça ne sera qu'une trace parmi d'autres traces. Et là, c'est un autre champ d'exploration, mais c'est un enjeu pour notre société et pour nos métiers de chercheurs et de scientifiques. Oui, non, juste réagir. Je pense que, je crois que le piège auquel nous devons tous, nous allons tous faire face à un piège et nous résistons plus ou moins, c'est le fait d'être dans des logiques toujours substitutives. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je ne connais pas cet article et ce texte en particulier, mais disons qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, de tous les développements, bon, d'abord cette volonté de se rapprocher de la réalité et du rapport complexe au savoir. Et puis à côté de ça, donc, il y a cette idée quand même, il y a cet arrière-fond chez certains de vouloir encore une fois se substituer, alors avec des logiques qui sont souvent des logiques de rationalité, etc.
Et moi, il me semble que, et vous l'avez peut-être dit dans votre question, plutôt que le modèle substitutif, il vaut mieux le modèle et l'amplification cumulative, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'une des forces de l'immersion telle que vous la proposez, enfin moi, en vous écoutant, je repensais à des environnements immersifs en santé, défense, chez les opérateurs en mécanique appliquée, etc. Enfin, je veux dire, ces immersions-là, elles ont, je pense, une faculté par rapport à la diversité des apprenants de mettre au moins certains d'entre eux dans un contexte ludique, attractif, motivationnel, qui fait qu'effectivement, ça va être un levier qui fait que globalement, ils vont apprendre et le geste et les vocables et la professionnalisation qui se cache derrière, par exemple, dans des filières professionnelles, etc. Le gros risque à l'échelle des sociétés contemporaines, c'est la substitution. C'est-à-dire, c'est de nous laisser à penser que le modèle complexe de rapport au savoir avec la diversité des apprenants et des formateurs va être substitué par une... J'aime bien cette notion, citer Jeanne Rey. Moi, je pensais à Jeanne Rey à travers son approche complémentaire et commune avec Foucault sur la complexité de ce qu'est un dispositif. On n'a pas eu le temps, mais pour moi, le dispositif est au cœur de la pensée IA. Et justement, enrichit cette idée de dispositif tel que ça a été défini initialement. Mais voilà, enfin, l'idée, c'est de rajouter des couches d'IA sur des temporalités, des modalités de travail qui viennent encore une fois enrichir la complexité d'une situation d'apprentissage et pas la remplacer. Voilà. Et vous me l'accorderez les uns les autres au regard de nos expériences respectives, il y a une tentation très forte, me semble-t-il, ces dernières années, d'être justement sur du substitutif, parce que derrière, on nous met en avant toujours pareil, les cohortes d'étudiants, des modèles de rationalité, etc. Mon pari, par exemple, on a parlé là, de cette période formidable, pour reprendre ce que disait Catherine, de grands changements autour de la Covid, etc. Moi, ce qui m'intéresse très modestement en tant que chercheur en sciences infocom, c'est pour le coup, c'est maintenant que ça commence à m'intéresser, c'est l'après-Covid. C'est-à-dire comment les institutions, les hommes, les femmes vont traduire cette expérience en modèle cumulatif et non pas substitutif. Et on voit que là, il y a des grands enjeux, effectivement, d'économie des formations. Et voilà. Voilà. À côté de ça, là où je vous rejoins, pour finir, je crois qu'effectivement, le collègue l'a très bien dit tout à l'heure, tu l'as très bien évoqué, c'est-à-dire Edgar, c'est-à-dire le fait qu'à côté de ça, on a de telles réalités d'expérience de vie, de profil même de personnes que l'on forme. Enfin, moi, je le vis à travers les étudiants que je suis appelé à former, avec des expériences de vie, des expériences professionnelles, des reprises d'études, des élèves aussi qui sont dans des contextes tellement variés et variables, etc., que face à cet émiettement des publics, la notion d'élève, de génération vole complètement en éclats. Et l'apport de l'intelligence artificielle, selon moi aussi, c'est d'apporter un scénario ou des scénarios en plus pour pouvoir étoffer les situations d'apprentissage. Et c'est là-dessus que moi, je ne revendique pas du tout une position juste de dénonciation ou de lecture très, très critique au sens défavorable. Mais je pense qu'il y a des biais cognitifs, comme le disait Catherine, mais il y a aussi des biais politiques sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Et parfois, la recherche, alors moi je ne parlerai que de ce que je connais, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales, ont tendance à aller dans le mur un peu en klaxonnant, quoi. Merci Vincent. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Moi, j'avais envie de rajouter quelque chose. Il y a aussi des biais de politique hégémonique, c'est-à-dire que j'ai cité rapidement Monsieur Oui, et en effet, ce texte, il est fondamental parce qu'il a travaillé sur tout ce qui était technologie en Chine. Bon, je m'intéresse à ça, bien sûr, puisque je travaille aussi en tant que chercheur associé sur tout ce qui est politique des technologies en Chine, avec mes collègues qui travaillent sur les langues et qui travaillent sur, en effet, la Chine, le Japon et la Corée. Et par exemple, les collègues chinois travaillent sur la route de la soie. Et de fait, ce chercheur, il a spécifié qu'on était dans une sorte de colonisation par une pensée technique hégémonique. Et je me suis rendu compte, bon, les mots sont forts, bon, j'ai cité Castoriadis qu'il avait un petit peu senti auparavant, mais les mots sont forts et en même temps, ce n'est pas si fou que ça.
quand j'ai entendu les collègues africains, les chefs d'entreprise, mais aussi les chercheurs, qui disaient qu'il fallait partir du local, mais j'étais ravie. Il faut partir du local. Il faut partir, en effet, des langues locales, comme j'ai dit, pour les préserver. Il faut partir de nos pratiques locales, de nos cultures et même de nos fragilités physiques ou psychiques. Corps, vous l'avez bien dit aussi, mon cher collègue, tout ce qui est corps social, corps politique aussi, et surtout corps personnel, en fait, ou corps de groupes, de territoires particuliers. Et je crois que là, il faut faire attention aux enjeux de pouvoir. Donc, il y a tout un questionnement qui est saisissant à l'heure actuelle, post-Covid. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Il y a une astuce quand on n'a pas eu assez de temps, c'est de rebondir pour compléter. Je vais rajouter une diapo que je n'ai pas eu le temps de présenter, mais qui pour moi est fondamentale. C'est qu'un des enjeux de l'école, c'est notamment d'instiller ce que nous, on revendique. On est plusieurs chercheurs en France et ailleurs sur les cultures de l'information. Pour moi, là, c'est là-dessus qu'il y a un vrai levier pour articuler cette problématique des intelligences artificielles avec la problématique de l'éducation et de l'innovation pédagogique. Je m'explique, à mon avis, il y a deux grands domaines de savoir qui sont assez peu convoqués pour l'instant et qui méritent d'être